de cofacteurs ou de coenzymes, c'est-à-dire des activateurs. Et ces activateurs sont des vitamines. Donc vous imaginez un petit peu, s'il y a une carence en une vitamine, la réaction ne se fait pas, ou se fait lentement. Et ça, c'est à la base de la médecine, justement, orthomoléculaire. Ça, c'est la base de la médecine cellulaire aussi. On en a parlé l'autre fois avec le docteur Hatt, qui parle donc, de toute pathologie à son origine dans une carence. Et vous allez voir aujourd'hui que lorsqu'on regarde toutes ces vitamines, lorsqu'on regarde le rôle de ces vitamines, on comprend très bien et facilement que s'il y a une carence, il y a une pathologie. Ça, c'est clair. Et c'est la base, justement, de tout ce qu'on fait. Donc, on va voir ces vitamines B, une à une. On va voir leur rôle et automatiquement la carence. Alors, il y a un article qui vient de sortir en 2014, je voulais vous en parler, dans Science, je pense, le journal. Et il parle de certaines personnes qui sont très bien, par exemple, n'importe quel traitement, et qui ne répondent pas au traitement par rapport à d'autres. N'importe. Par exemple, dans le cas d'une grippe ou n'importe quoi. Alors, ces scientifiques prouvent que si ces personnes ne répondent pas au traitement correctement, c'est parce qu'elles présentent des carences en vitamines. C'est simple. Et que si ces personnes sont supplémentées en vitamines, bien sûr, parallèlement à leur traitement, ces malades répondent facilement au traitement. C'est le dernier article qui soutient notre théorie, justement, sur la médecine orthomoléculaire. Voilà. Donc, c'était mon introduction. Et on passe donc à nos vitamines. Tout d'abord, il y a plusieurs types de vitamines. Il y a deux groupes. Il y a les vitamines qui sont hydrosolubles et les vitamines qui sont liposolubles. Hydrosolubles, c'est les B et C, que vous connaissez très bien. Liposolubles, il y en a 4, A, D, E et K. Ça, on les verra la prochaine fois. Et chaque vitamine du groupe B, par exemple, a une nomination chimique qui lui est propre. Par exemple, la vitamine B1, c'est la thiamine, B2, la riboflavine, etc. Vous aurez ce tableau pour connaître là. Alors, ensuite, quand on voit l'unité usuelle, on comprend que ce sont les molécules qui se retrouvent dans l'organisme en petite quantité, en milligrammes, et des fois c'est en microgrammes, et c'est suffisant pour qu'elles puissent agir et donner une réaction à ces doses infâmes. Les besoins sont difficiles à établir. C'est vrai qu'on a des apports recommandés. On parle de ARJ, c'est-à-dire les apports recommandés journaliers, ou les AOJ, c'est-à-dire les apports optimaux journaliers. Mais pour donner un apport vraiment réel, nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui influent justement sur ces réactions en présence des vitamines. Alors c'est l'âge, la taille, le sexe, l'activité musculaire, la croissance. Donc, tous ces facteurs font que les besoins de l'organisme en vitamines sont variés. Il y a aussi les états physiologiques comme la grossesse, l'allaitement, l'âge, tout ça donc influe. Donc on parle de AJR ou ARJ, les apports recommandés journaliers, les apports journaliers recommandés. Donc ce qu'on recommande, généralement c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui établit ces apports. Et chaque année, ça change d'ailleurs. Les apports actuellement sont en train d'augmenter concernant les vitamines. Et on parle d'apport optimal journalier. Là, on augmente la dose. On commence par B1, la vitamine B1. L'apport journalier recommandé est de 1,5 mg. L'apport optimal
c'est de 50 mg, c'est nettement plus grand. C'est un apport plutôt préventif que physiologique. Et quand on parle de ARJ, c'est le physiologique. Quand on parle de AOJ, donc les apports optimaux, c'est plutôt dans la prévention des pathologies. On dépasse cette étape physiologique. Il ne faut pas oublier aussi une chose, que les vitamines, on les trouve dans l'alimentation. J'ai oublié de dire ça, donc vous le savez, je suis sûre, que l'organisme ne les synthétise pas, sauf certaines molécules qui sont synthétisées par les bactéries intestinales. On en parlera au fur et à mesure. Mais la plupart sont apportés par l'alimentation. Et si on a une alimentation équilibrée, variée, on ne peut pas présenter des carences. La carence ne s'installe que s'il y a un déséquilibre. D'où la relation directe donc, entre l'alimentation et ces carences qui peuvent apparaître. La B1, donc on la trouve dans les végétaux, comme les céréales complètes, les légumes, les fruits, les graines. On la trouve aussi dans les viandes blanches, le poisson, les œufs, le lait, les noix et la levure de bière. La levure de bière, justement, est un complexe très intéressant concernant les vitamines B. Et il serait intéressant que chacun de nous prenne un peu de levure de bière par jour. 3 comprimés de levure de bière nous permettent de pallier à nos carences en vitamine B. Ensuite, il faut faire attention à ces présences de thiaminases. Ce sont des enzymes qui se trouvent dans certains aliments et qui détruisent facilement cette vitamine B. Comme par exemple dans le café, le thé, donc les grands buveurs de café, thé, les poissons crus. Je ne pense pas que ça existe chez nous. On n'est pas au Japon. On mange encore du poisson cuit. C'est bien, parce que ça permet de détruire cette enzyme qui détruit justement les vitamines B. Mais attention, les grands buveurs de café et de thé. À quoi sert la vitamine B1? Tout d'abord, son rôle métabolique est très vaste. C'est un coenzyme. Quand on parle de coenzyme, c'est-à-dire activateur. Donc automatiquement, si vous n'avez pas la B1, la réaction ne se fait pas ou se fait très lentement. Et en physiologie, c'est grave. Une réaction qui se fait lentement veut dire pathologie. C'est comme si elle n'existe pas. Donc métabolique. Tout d'abord, coenzyme dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Donc en cas de carence, les 3 métabolismes seront affectés, puisque cette réaction métabolique ne se fait pas. Ensuite, c'est un catalyseur des réactions qui fournissent de l'énergie, de l'ATP, à la cellule. Ça aussi, c'est très important, surtout quand on parle de croissance cellulaire. La croissance cellulaire a besoin d'ATP. Automatiquement, carence en vitamine B1, la croissance cellulaire elle-même va être ralentie, ce qui est grave. L'appétit stimule l'appétit. La synthèse des enzymes participant donc à l'assimilation des nutriments, donc joue un rôle dans la digestion, très important. Joue un rôle aussi dans le fonctionnement nerveux, puisqu'elle favorise le bon fonctionnement et elle intervient dans la transmission des influx nerveux, notamment dans la synthèse de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, vous savez très bien que c'est le neurotransmetteur du parasympathique. Donc, l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Son rôle est très important. Automatiquement, si elle joue ses rôles métaboliques, automatiquement, elle a une fonction cérébrale. Donc, elle stimule aussi la fonction cérébrale. Et on a constaté que la vitamine B1 est une vitamine qui permet d'avoir de l'attention et de la mémoire. Donc, un rôle très important dans l'attention et la mémoire. Donc, s'il y a des personnes qui ont des troubles de mémoire, on peut toujours prescrire la vitamine B1. Ça va la stimuler. Fonctionnement musculaire aussi. Donc, elle a un rôle comme antalgique à forte dose. Là, quand on parle de les apports optimaux, AOJ. Anti-inflammatoire, soulage donc les douleurs musculaires, joue un rôle dans le système cardiaque avec
un bon fonctionnement normal ou un fonctionnement normal du système cardiaque, et elle régule aussi la tension artérielle. Le rôle varié. On voit le rôle et automatiquement, on va voir la carence. En fait, c'est ça ce qui nous intéresse. C'est les signes de cette carence ou qu'affecte la carence comme fonctionnement physiologique au niveau de l'organisme. Alors, la carence, on la voit surtout lorsque l'alimentation est déséquilibrée. Le déséquilibre alimentaire, il y a une carence. Donc, les régimes qui sont draconiens posent un problème, la personne présentera une carence en B1. D'ailleurs, pas qu'en B1, elle présentera une carence en vitamine B en général. Alors, si l'apport en céréales complètes aussi est insuffisant, je pense que c'est le cas pour tout le monde, puisqu'on mange trop raffiné, le pain blanc, il ne reste pas grand-chose. À part ces glucides, c'est-à-dire la plupart des vitamines sont détruites, enfin, sont enlevées, puisque la farine est purifiée. On enlève l'essentiel, en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux revenir au complet, aux farines complètes. Ensuite, lorsque la personne présente aussi un régime déséquilibré en mangeant trop de sucré, automatiquement les aliments raffinés qui contiennent moins de vitamine D, donc c'est une carence. Quand on boit beaucoup d'eau, là aussi, on perd, elle est hydrosoluble. On risque de la perdre aussi en buvant trop d'eau, trop importante. Là, il faut rester sur ses gardes parce que les recommandations sont de 1,5 litres à 2 litres par jour d'eau. C'est des recommandations normales. Alors quand je parle de trop d'eau, c'est-à-dire des personnes qui dépassent cette quantité journalière. Très peu de personnes, je pense, boivent plus que 2 litres d'eau par jour. On reste toujours dans la norme. Elle est détruite par la cuisson. C'est le cas de toutes les vitamines, de toutes les façons, qui sont très sensibles à la chaleur. Une mauvaise absorption digestive, ça aussi, on le verra dans le cas pathologique. Donc l'absorption digestive est très importante de cette vitamine. Ensuite, surconsommation de quelques produits comme le thé, le café, l'alcool, tout ça, c'est à cause donc, de ces enzymes qui détruisent cette vitamine B1. Et une alimentation à base de riz décortiqué. Ça peut être aussi une alimentation à base de blé raffiné, c'est la même chose. Si on mange trop raffiné, on perd bien sûr cette farine ou ce blé qui est complet et qui contient ces vitamines B. En fait, tout se trouve au niveau de l'enveloppe. Et quand on raffine, que ce soit le riz ou le blé, on enlève les enveloppes. Donc automatiquement, on enlève l'essentiel. Quels sont les signes de cette carence ou que provoque la carence en vitamine B1 chez les personnes? Comment on reconnaît qu'il y a une carence en vitamine B1? C'est simple. La première chose à voir, c'est l'anorexie. La carence en B1 entraîne une anorexie. Un trouble métabolique qui provoque cette anorexie chez la personne. Automatiquement, il y a une dénutrition. Elle ne mange pas, donc la suite est claire. Il y aura aussi une insuffisance cardiaque, puisque la vitamine B1 joue un rôle très important dans le système cardiaque, donc sa carence provoque une insuffisance cardiaque. Ça va de soi. Les signes, c'est surtout la tachycardie qui est donc spécifique à cette vitamine B1. Signes neurologiques et psychiatriques, là aussi, vu son rôle dans le système, surtout parasympathique, il ne faut pas oublier que les deux fonctionnent ensemble. Il y a un équilibre entre les sympathiques et le parasympathique. Généralement, en physiologie, on dit que la réponse à un stimulus externe, c'est le sympathique, donc c'est l'adrénaline, et le parasympathique est un régulateur. C'est lui qui vient réguler. Donc si la vitamine agit sur le parasympathique, l'acétylcholine, automatiquement elle va agir sur cet équilibre. Nous, on a besoin de cet équilibre pour nos fonctions physiologiques. Donc automatiquement, il y aura des signes neurologiques, psychiatriques. D'abord des signes fonctionnels.
des troubles de sensibilité, des fourmillements. Ensuite, c'est des troubles qui sont plus mesurables, perte de l'équilibre, capacité motrice diminuée. Ça, c'est dans vraiment les carences prolongées. Ensuite, le beriberi, qui est la carence en vitamine B1 bien connue, qui est caractérisée par une fatigue intense, l'atteinte des nerfs, les œdèmes, les problèmes ophtalmiques, cardiovasculaires et mentaux. Et tout ça, on peut le comprendre puisqu'on a vu son rôle fonctionner automatiquement. C'est lié à ce mauvais fonctionnement cellulaire dû à l'absence de ce cofacteur. Donc vous voyez qu'il suffit qu'une chaîne métabolique, qu'une réaction ne se fait pas ou se fait mal dans l'organisme pour qu'il y ait toute une pathologie à côté. On comprend facilement ce qui se passe dans l'organisme. Alors, la supplémentation en B1 augmente la force des contractions cardiaques, elle corrige, surtout s'il y a une carence, donc elle corrige ce fonctionnement cardiaque et elle augmente donc, ces contractions, améliore l'humeur et la capacité intellectuelle par action donc, sur le système nerveux. Usage thérapeutique, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Les personnes à risque à qui on peut prescrire donc, cette vitamine B1, les personnes âgées, en premier. Je pense que supplémenter une personne âgée en vitamine B1 ou en vitamine B en général sera bénéfique à cette personne. Ensuite, les personnes alcooliques donc, qui présentent aussi ces carences en vitamine B1. La femme enceinte qui a besoin d'un apport supérieur. Le diabétique, le sportif aussi, vu les pertes dues à ses capacités donc, sportives. Les personnes qui consomment de manière excessive du thé, du café, des produits sucrés, dû donc, à cette élimination de B1. En cas de diarrhée, de vomissement, il ne faut pas oublier que c'est une vitamine qui est hydrosoluble et qu'on risque de perdre facilement. Et les personnes qui suivent un régime draconique. Ça aussi, il faut penser à les supplémenter en vitamine B1. Alors, ce qui a été fait jusqu'à 2014, donc, les dernières recherches que j'ai faites, c'est avant-hier, pour rester toujours dans les normes internationales. Ce qu'ils font actuellement, c'est la prescription de B1 et B6 ensemble. On s'est rendu compte que ces deux vitamines travaillent en synergie. Et une travaille en présence de l'autre. Donc, il vaut mieux les donner ensemble. Pour le traitement d'appoint de la fatigue, 250 mg de B1 a été donné, et aussi pour l'alcoolodépendance. Et ça, dans les pays européens, ils en souffrent donc, de cette pathologie jusqu'à maintenant, et qu'ils traitent donc avec B1, B6. Pour le sevrage, surtout chez ces personnes qui sont des toxicomanes. Donc voilà ce qui est fait concernant cette B1, B6 jusqu'à donc ces jours-ci. On passe à B2, donc à la vitamine B2, avec un apport recommandé journalier de 1,6 mg. Vous voyez que c'est des doses très fines, 1,6 mg, c'est rien. Si on veut peser ça, c'est absolument rien. Et les apports optimaux qui vont jusqu'à 40 mg par jour. La B2, donc hydrosoluble aussi, qu'on appelle la riboflavine, qu'on trouve aussi dans des aliments très variés, le lait, les œufs, les abats, la viande, la volaille, le poisson et la levure de bière, que je recommande particulièrement. Le soja, les céréales complètes, quelques végétaux comme les champignons, les carottes qui sont quand même riches en vitamine B. Il n'y a pas que la vitamine A dans les carottes. Ensuite, les avocats aussi, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les fruits secs, les graines
surtout les grains de sésame et de tournesol. Donc alimentation variée, comme vous le voyez, peut pallier à ces carences en vitamine B. Son rôle énergétique d'abord, production d'énergie. Favoriser les transferts d'électrons et d'hydrogène, donc ça c'est les réactions d'oxydoréduction, donc vous voyez très bien que c'est toujours des rôles métaboliques, ce sont des cofacteurs enzymatiques qui jouent un rôle dans les réductions, l'oxydation, réduction. Il permet d'activer donc certains enzymes qui sont impliqués dans le métabolisme des acides gras, donc c'est le métabolisme des lipides, des acides aminés, le métabolisme des protéines et des glucides. Donc pratiquement, vous allez le voir, pratiquement toutes les vitamines B jouent un peu le même rôle. C'est-à-dire métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Vous voyez très bien que ce sont des macronutriments. Donc ils sont impliqués finalement dans l'assimilation de ces nutriments. Or, notre corps ne peut pas fonctionner sans ces nutriments. Donc c'est vital. On comprend facilement donc, que ces vitamines sont vitales pour cette physiologie de l'organisme, pour cette machine qu'on appelle organisme. C'est finalement une machine qui a besoin de certaines réactions pour pouvoir fonctionner normalement. Alors vous imaginez un petit peu que toute cette chaîne de réactions métaboliques, si une chaîne ne se fait pas correctement, enfin un petit point, c'est-à-dire une petite réaction qui est bloquée, toute la réaction est bloquée. Vous comprenez un peu le maillon qu'on trouve au niveau des vitamines. Donc c'est vrai que on parle de carence en B1, carence en B2, carence en vitamine C, carence en vitamine E, etc. Mais en fait, c'est un peu la carence globale qu'on doit traiter. Et si on donne un complément, il vaut mieux donner toutes les vitamines en même temps, des multivitamines. Et ça, c'est très bénéfique pour l'organisme. Il va recevoir la vitamine B, la C, la E, etc. Et comme certains travaillent en synergie, donc l'effet ne sera que potentialisé, ne sera que meilleur, optimal. C'est pour ça qu'on parle d'optimal actuellement. Donc le rôle, c'est métabolique. Et pour la B2, il y a un rôle qui est antioxydant. Et ça, je pense, on aura l'occasion, Inch'Allah, de parler de ce glutathion. Donc, ceux qui ont déjà assisté à notre cycle, on en a déjà parlé, c'est un antioxydant, c'est un tripeptide en fait. C'est 3 acides aminés qui jouent un rôle de détoxification de l'organisme et qu'il est synthétisé au niveau du foie, ce glutathion, et pour le synthétiser, il faut de la vitamine B2, donc rôle métabolique là aussi. Globules rouges, donc formation des globules rouges, un rôle qui est spécifique à la B2. La vision, protection et maintien de la vision, surtout au niveau du nerf optique. Les muqueuses aussi et les tissus de l'œil en général. Elle assure la croissance. Rôle prépondérant dans la santé de la peau, les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine action au niveau de l'élasticité du tissu conjonctif. Il ne faut pas oublier que la peau, bien qu'elle possède donc un épiderme, possède aussi un derme, et le derme, c'est un tissu conjonctif. Tissu conjonctif, quand on parle de tissu conjonctif, on parle de collagène et d'élastine, qui sont des protéines qui permettent d'avoir un bon tissu conjonctif. Et ces protéines, donc, qui, pour être, disons, en bonne structure ou en bonne adéquation avec la matrice du tissu conjonctif, il leur faut des vitamines, dont la vitamine B2. Il y a aussi la kératine. La kératine est une protéine. Donc, pour avoir, d'ailleurs, pour avoir de beaux cheveux, il faut avoir de la bonne kératine, en fait. Parce que vos cheveux, c'est de la kératine, tout simplement. Les ongles, c'est pareil. On parle des ongles, c'est la même chose. La B2 augmente la résistance de l'organisme au froid par son action d'assimilation des nutriments.
et par son action aussi de production de l'énergie. Elle est indispensable au bon fonctionnement du cerveau, elle aussi. Les carences, on parle d'hypovitaminose ou d'avitaminose, B2. Avitaminose quand il n'y en a pas, hypo quand il y en a peu, je préfère hypo. On a des carences parce qu'il y a une petite quantité, pas zéro, je veux dire, dans l'organisme. Elle est exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que, voilà, la B2 est l'une des protéines, des vitamines que l'organisme peut synthétiser par la flore intestinale. Nous avons des bactéries qui sont très utiles d'ailleurs et qui nous aident donc à synthétiser cette B2. Les carences donc sont rares en B2 et elles sont surtout en conséquence d'une augmentation de l'utilisation de cette vitamine, vu son rôle métabolique. Donc, surtout par exemple chez les sportifs qui utilisent cette vitamine en grande quantité pour la production d'énergie, quand on fait du sport, on se dépense, donc automatiquement on perd de l'énergie, mais on demande à l'organisme de fournir aussi l'ATP. L'ATP est produite en grande quantité, automatiquement, on demande à la B2 de nous aider à fabriquer beaucoup plus d'énergie. Donc il y a une perte qui se fait. Alors, défaut d'absorption intestinale, donc troubles digestifs, qui font perdre une grande quantité de vitamine B en général. Et là, on est dans la B2. Rarement un apport alimentaire insuffisant. Rarement. Parce que la B2, comme vous avez vu juste avant, elle est présente pratiquement dans plusieurs aliments. Donc la carence est très rare. Alors la carence se manifeste par des lésions cutanées, sans rôle au niveau de la peau, automatiquement il y a des lésions cutanées, des lésions des muqueuses, où on voit des crevasses, des croûtes, des fissures, surtout au niveau des lèvres. D'ailleurs, c'est la carence en B2, hein, elle a une spécificité, c'est que les lèvres présentent des fissures. On peut facilement la reconnaître, la carence en B2. Ensuite, les ongles, les cheveux qui sont ternes, cassants, ça aussi c'est l'une des caractéristiques. La teinte oculaire, surtout, donc ce qui est caractéristique à la B2, c'est cette photophobie, c'est-à-dire qu'on a du mal à supporter cette lumière, d'accord? Donc c'est aussi caractéristique. Là, les larmes, oui, qui sont importantes, la cornée qui devient un peu opaque, et la cataracte qui peut être donc, suite à une, bien sûr, une carence assez importante. Ensuite, on a des manifestations digestives avec des entéries, manque de tonus, des crampes, et chez la femme enceinte qui présente donc, une carence en vitamine B2, il peut y avoir des malformations, donc atteinte carrément du niveau. Chez les sportifs, il faut surveiller ces apports en vitamine B2. Et finalement, supplémenter ou demander à un sportif de prendre des suppléments en vitamine B, ce serait bien pour lui, pour sa santé et pour éviter bien sûr ces carences. Une femme enceinte, pourquoi pas, pour éviter donc ces malformations, surtout les femmes qui vomissent pendant donc, toute leur grossesse. Il vaut mieux les supplémenter en vitamines pour éviter justement ces malformations. Chez la femme allaitante, si elle mange mal, là aussi, donc supplémentation. Lors d'affections qui peuvent donc augmenter les besoins en vitamine B2, l'alcoolisme qui détruit, donc l'alcool détruit la vitamine B1 et B2. Les deux. Et vous allez voir même les autres. Défaut d'absorption qui est lié donc à une maladie intestinale par exemple, excès d'élimination suite à une diarrhée, ou bien chez les personnes âgées. D'ailleurs, maintenant avec la gérontologie,
la science qui s'occupe des personnes âgées. La gériatrie, donc la science c'est la gérontologie, et les micronutriments sont donc, les premiers à prescrire à une personne âgée, même si elle se porte bien. Donc ça devient maintenant préventif, voilà, ils le font automatiquement. Alors, certains médicaments peuvent donc accroître nos besoins en vitamine B2, comme les neuroleptiques, les laxatifs, les contraceptifs, donc chez la femme, les antidépresseurs. Les végétariens, l'alimentation dépourvue de viande, de poisson, d'œufs, les produits laitiers, donc automatiquement, c'est une alimentation qui est carencée en vitamine B2. Le thé, le café, je l'ai déjà dit, donc toujours dans la même optique. Chez les diabétiques et chez les fumeurs aussi. Dernière recommandation de l'OMS concernant la prescription de la vitamine B2. La B2 est prescrite actuellement pour le traitement de la migraine. Ils le font à une dose de 50 à 200 mg par jour, bien sûr. Non, traitement. Ça, c'est, voilà, curatif. Ça, c'est les dernières recherches donc, que j'ai faites et sur, bien sûr, l'utilisation de cette vitamine B. Et ça marche très bien. Donc, chez les personnes qui présentent des migraines à répétition, on peut leur prescrire de la vitamine B2. En plus du traitement de la vitamine? Oui, bien sûr, en plus de traitement habituel. Et généralement, ça marche très bien. C'est une réponse positive de plusieurs patients. Il y a le complexe. Voilà, le complexe, voilà. Et c'est tant mieux, parce que c'est des vitamines qui fonctionnent en synergie. Elles sont ensemble. Voilà, 50 à 200 mg, donc il faut calculer en fonction de la boîte. Donc ça dépend si le comprimé contient, donc est-ce qu'il y a 3 comprimés ou 4 comprimés, ça dépend. Il ne faut pas dépasser les 200 mg non plus. Ni être moins de 50 mg. La marge, on donne toujours cette marge thérapeutique entre 50 et 200. Alors, elle est utilisée aussi pour déboucher les canaux lacrymaux. Les personnes qui présentent des canaux, voilà. Anti-âge, tout le temps. Elle a toujours été utilisée anti-âge. Comme supplément chez les sportifs. Alors, chez les sportifs, ils l'utilisent à 6 mg par jour. Et en cas de prise de contraceptif, parce qu'il diminue tout simplement l'absorption de la vitamine B. Donc voilà les dernières utilisations de la B2. Pardon. Oui. 50 à 200 mg en une prise? Non, par jour. Oui, je fais noter par jour. Ça fera dans les 3 à 4 comprimés, selon la posologie, bien sûr, du comprimé. 2-3. C'est pas important. C'est une vitamine, il vaut mieux la prendre au moment des repas, qu'elle soit bien assimilée, mais si le repas n'est pas trop copieux. Sinon, c'est avant les repas. On passe à la B3, donc la niacine. Les apports journaliers recommandés sont de 15 mg et les apports optimaux, ceux dans 600 mg. Les doses quand même sont assez élevées par rapport aux apports recommandés, puisqu'on rentre dans le préventif. Alors on la trouve dans plusieurs aliments. La viande, le poisson, le lait, les œufs, la volaille et la levure de bière. Là aussi. On la retrouve dans les céréales, les arachides, les légumineuses, les graines, le pollen. Vous savez que ceux qui font du miel actuellement font la culture du pollen. Et le pollen, si la personne ne présente pas d'intolérance ou d'allergie, c'est un aliment qui devient très important
et qu'il faut introduire le pollen. Avec le pollen, il faut aller tout doucement. Il faut aller, c'est-à-dire progressivement, commencer par 3 graines, ensuite 4, ensuite une demi-cuillère à café, ensuite une cuillère à café, pour voir s'il n'y a pas cette intolérance que plusieurs personnes d'ailleurs présentes et qu'on ne le sait pas. C'est pas, finalement, le pollen, c'est pas quelque chose qu'on prend habituellement. Mais c'est une richesse vraiment très importante en vitamines. Acide aminé, en vitamines, vraiment c'est en minéraux aussi, c'est très riche. Personnes qui peuvent faire de temps en temps une cure au pollen, c'est magnifique, je veux dire, pour l'organisme. Alors, son rôle, métabolique toujours, elle est captée par le foie et elle est convertie en 2 coenzymes que vous connaissez très bien, c'est le MAD et le NADH. Donc la fameuse molécule miracle de Birkmayer. Voilà, revenir à Ils l'ont vu déjà. Il faut vider le silence aussi. Hein. Quand on chuchote à la voix de la gauche, c'est normal qu'on n'entend pas. La voix, hein, pas le micro. C'est vrai que si on reste calme, je crois qu'on va bien avancer. De toutes les façons, préparez vos questions. Pas de problème. Hein? D'accord. Donc, pour vous dire que la B3, c'est le précurseur du NADH. Pas le NADH de, bien sûr, Birkmayer. Donc, pour avoir du NADH, il faut manger ce que j'ai dit, donc ce qu'on a vu ici, ces aliments qui sont très riches en vitamine B3. C'est des coenzymes qui jouent un rôle très important dans l'organisme. Tout d'abord, les phénomènes d'oxydoréduction. Et si on parle d'oxydoréduction cellulaire, on parle d'énergie cellulaire. C'est la formation de l'ATP, le transfert d'électrons, de l'énergie, l'ATP. Utilisation donc des protéines, des lipides, des glucides. Vous voyez un peu, on revient à dire la même chose concernant le rôle des vitamines B. Mais ils interviennent dans le même métabolisme et chacune a sa réaction métabolique qui lui est spécifique, attention. Ce n'est pas la même réaction, ce n'est pas la même enzyme, je veux dire, qui est en jeu. C'est des enzymes qui sont différentes, des étapes différentes du même métabolisme. Bien qu'on parle du métabolisme des lipides, du métabolisme des protéines et des glucides. Intervient aussi dans la programmation génétique, surtout au cours de la duplication. On parle de copie de l'ADN, donc la duplication de l'ADN. Et quand on parle de duplication, on parle automatiquement de mitose, de réparation. Donc en cas de cicatrisation ou de croissance de la peau, par exemple, ou autre, n'importe quelle cellule, il y a donc une nécessité d'avoir cette vitamine D. Elle joue un rôle aussi dans la formation des globules rouges et permet donc un bon fonctionnement de la circulation sanguine. Joue un rôle aussi dans le système nerveux avec la transformation des acides aminés en neurotransmetteurs, et ceux qui nécessitent la vitamine D3 sont la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Donc 3 neurotransmetteurs qui sont très importants. Et surtout dans le sympathique, il ne faut pas oublier la sérotonine. D'ailleurs, on dit que la sérotonine, c'est l'hormone du calme, de la joie de vivre. Voilà, du bonheur, carrément. Joue un rôle dans la santé de la peau et du cheveu, donc toujours au niveau de cette kératine. Synthèse des hormones sexuelles, et même on pense actuellement de plus en plus qu'elle joue un rôle aussi dans la synthèse de l'insuline. Alors, quelques études qui ont été faites
et qui ont trouvé une réponse positive et très importante concernant l'utilisation de la B3, c'est la B3 et le cholestérol. Surtout le LDL cholestérol. Et une supplémentation de 500 mg à 3 g par jour, là on dépasse un peu les apports optimaux, a permis de faire chuter le LDL cholestérol. Ça c'est très important pour les personnes qui présentent une hypercholestérolémie avec un risque athérogène, vu le rôle dangereux de ces particules, les LDL. Et même, il y a eu donc un ralentissement de la progression de l'athérosclérose avec prévention même du diabète de type 2. Vu son rôle, bien sûr, dans la synthèse de l'insuline. Prévention, pardon, le type 1. Non, le type 1. Là où il y a une carence en insuline, c'est le type 1. Insulino-résistant, c'est le type 2. Donc c'est insulino-sensible. C'est le type 1. L'insulinopénie. Voilà. Parce que dans le type 2, on a une insulino-résistance. Voilà. Donc c'est le type 1 où il y a une carence en insuline. Un traitement ou une supplémentation en B1 permet la prévention du type 1 chez les personnes qui présentent un terrain favorable. Alors, la carence en B3 provoque donc une maladie, la PELAC, que vous connaissez, et qui est, donc il y a les symptômes très spécifiques. On parle des 4 D, donc diarrhée, dermatose, démence et décès. Décès, bien sûr, si cette carence n'est pas traitée. On arrive au 4e D. Donc elle est caractérisée par cette maigreur, une altération motrice et sensitive, des tremblements, diarrhée, démence avec perte de mémoire et bien sûr décès en cas de non-traitement chez ces personnes. Alors quand on parle de ces 4D, c'est les carences qui sont quand même importantes. Parce qu'en cas de déficit léger, une petite carence non importante, il y a une perte d'appétit, avec perte de poids, maux de tête, avec des aphtes, engelures, des vertiges, des insomnies et une extrême fatigue. L'extrême fatigue, on la comprend facilement, vu le rôle de cette vitamine dans la production de l'énergie, l'ATP, au niveau des cellules. Les indications thérapeutiques de cette B3, traitement de la carence, la PELAC, dans les stomatites, les aphtes, les gingivites, schizophrénie, pour traiter donc quelques troubles neurologiques, troubles de la croissance, l'anorexie, ça marche, pour traiter l'anorexie, dans les gastro-entérites, les hypercholestérolémies, les hyperlipidémies, athérosclérose, maladie cardiovasculaire, arthrite et les angines. Donc voilà, là on peut la prescrire. La B5, apport journalier 10 mg, apport optimal 30 mg. La B5, c'est un dérivé donc du coenzymar, et on parle d'acétylcoenzymar. On la trouve dans les rognons, le foie, les champignons, la levure de bière, les céréales entières, le poisson, les légumes verts, les produits laitiers. Donc comme vous voyez, une alimentation équilibrée permet de ne pas avoir de carence en vitamine D. La B5, quel est son rôle? Donc là aussi c'est un rôle métabolique qui touche pratiquement les 3 métabolismes. Donc on voit les acides gras, la formation des membranes, la protection cardiaque, le développement du cerveau. Donc ça touche un peu ce
que ce qu'on a vu auparavant avec les autres vitamines. Survie des cellules et fertilité, c'est un rôle qui lui est propre, puisque la vitamine B5 participe donc à la survie des cellules. On parle surtout de régénération. Régénération des tissus épithéliaux, régénération des cellules hépatiques. Elle stimule la fertilité, elle permet la lutte contre les infections. Elle a un rôle aussi dans la synthèse de certaines hormones stéroïdiennes et de la vitamine D. Intervient dans la synthèse des neurotransmetteurs, donc permet un bon fonctionnement du système nerveux. Et elle a un rôle cicatrisant. Ça aussi, c'est important. Elle permet aussi l'entretien des cheveux et de la peau, tout simplement par l'intermédiaire de cette kératine aussi. La carence, quand on connaît le rôle, on peut comprendre facilement ce qui se passe en cas de carence. On a des troubles digestifs avec perte d'appétit, des diarrhées, des vomissements, des atteintes musculaires, des atteintes nerveuses, des troubles cutanés et aussi des troubles de la croissance, surtout chez des enfants qui sont carencés en B5. Alors, indication thérapeutique, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, en cas d'insuffisance hépatique, avec hépatite infectieuse surtout, on peut la prescrire. En cas d'inflammation du tube digestif, parce qu'elle a un effet correctif et cicatrisant. En cas de rhinite, traitement des maladies du cheveu, surtout en cas d'alopécie et de canicite. Trouble de la croissance des ongles, en cas de cicatrisation aussi des plaies, des brûlures, on donne la B5, traitement de l'eczéma, de l'acné, des crampes, surtout au niveau, enfin au cours de la grossesse. En cas de stress, dépression, on peut aussi la donner. Pour les personnes qui présentent une hypercholestérolémie et dans le cas d'une polyarthrite rhumatoïde, on peut aussi la prescrire. Quelques conseils d'utilisation. La B5, finalement, toutes les vitamines du groupe B, fonctionnent mieux lorsqu'elles sont en groupe. Donc, surtout B5, B2, B6, par exemple. Et lorsqu'il y a du magnésium, c'est encore mieux. Parce que ça permet donc une meilleure utilisation métabolique. Fonctionne ensemble. La vitamine B, elle est mieux absorbée, B en général, lorsqu'on les prend au cours d'un repas. Mais attention aux repas qui sont trop copieux ou qui contiennent beaucoup de thiamine, enfin d'enzymes, thiamine c'est spécifique à la vitamine B1, mais d'enzymes qui détruisent les vitamines B. Par exemple le café, le thé, etc. Donc il faut faire attention. Le repas, oui, mais pas des repas trop copieux, qui gêneraient donc là l'absorption des vitamines B. La B6, les apports journaliers seront de 1,5 optimal 60 mg. Là aussi, on peut la trouver dans une alimentation équilibrée. Le thon, les céréales, les pommes de terre, l'avocat, la levure de bière, donc facilement c'est les vitamines B en général, le jaune d'œuf, les viandes et les poissons. Le rôle, il est métabolique. Ça rejoint un petit peu les autres vitamines B. Acides aminés, source énergétique, comme on l'a dit. Participe aussi à la formation de l'hème, donc l'hémoglobine, donc globules rouges. Système nerveux, là aussi synthèse des neurotransmetteurs,
surtout les neurotransmetteurs du stress, c'est-à-dire la noradrénaline et la dopamine. Il y a aussi un autre neurotransmetteur, considéré comme neurotransmetteur, bien que ce soit un dérivé d'acide aminé, la taurine, qui est un antistress, ça aussi. Donc qui est synthétisé en présence de la vitamine B6. Elle stimule l'absorption du magnésium, donc automatiquement elle est considérée comme une vitamine antifatigue et antistress. Elle joue un rôle dans la glycogénolyse, donc dégradation